Bien bonjour, aujourd'hui on va regarder comment fonctionne une carte réseau, une carte Ethernet. C'est parti. Dans cet exemple, j'ai pris les 4 ordinateurs, mais j'ai mis que les cartes réseau à cet endroit. On a deux fils qui sortent pour envoyer, qu'on appelle TX, Transmit Data, et deux fils qui rentrent pour la réception. Notez, pour du gigabit, on utilise les 8 fils, mais autrement on n'utilise que 4. 2 pour l'émission, que j'ai symbolisé avec le trait rouge, et 2 en réception. J'ai aussi simplifié ici avec les équipements comme les hubs, les switches. Ça, on verra dans une autre vidéo. Donc, nous avons ici un système Ethernet. Et on a par exemple l'ordinateur qui demande ici d'envoyer sur le réseau via cette interface, cette carte réseau qu'on appelle aussi NIC, Network Interface Card. Eh bien, on doit envoyer ces données. Que fait en premier la carte réseau avant d'envoyer? Elle doit écouter si le canal il est libre. Donc on va voir la technologie qu'on appelle CSMA-CD. On va voir les lettres ce que c'est. Alors déjà le MA c'est multi-access, c'est-à-dire que l'information qui est émise arrive sur tous les cartes réseau où sont entendus tous les ordinateurs. Multi-access. Alors CS, Carrier Sense, il doit écouter s'il y a un canal qui est occupé. Par exemple, si ces deux ordinateurs échangent des données, en réalité, cette information va circuler sur l'ensemble des liaisons. Donc voilà ce qui est plutôt la réalité, c'est cette information. On a un système donc de multi-access. Donc pendant que un de ces ordinateurs parle, où la carte réseau envoie des données, et les autres ont interdiction d'envoyer des données. Il faut toujours écouter si c'est libre. Mais avec ce principe, on a dû rajouter quelque chose parce qu'il y a une problématique. Les collisions. Alors, comment une collision peut avoir lieu? Nous avons ici deux ordinateurs qui doivent envoyer des données sur le réseau. Voilà. Et la première chose que fait le système, il va écouter si c'est libre. L'autre ordinateur va aussi écouter si c'est libre. Si c'est libre, on y va, on envoie les données. La même chose, l'autre ordinateur va également envoyer des données. Donc les deux émettent en même temps. Ils ont bien écouté, c'est libre, si c'est libre, j'y vais. Mais les deux ont fait exactement au même moment, et là, on a une problématique, cette fameuse collision. Donc si on regarde ici, ben voilà l'émission des informations, qui ne sont pas les mêmes, hein, ici 1001, puis ici 111, et ça va ici collisionner, ici au milieu. Donc ça va faire ici n'importe quoi. Maintenant, comment on peut détecter qu'il y a une collision, une déformation de signal? On peut aussi prendre comme analogie, mettons il y a une voiture qui sort ici, une autre voiture, et puis entre deux, ben, on n'arrive plus à reconnaître si ça a été collisionné très fort, on n'arrive plus à reconnaître. Donc ce signal ici, complètement déformé, inutilisable. Comment on peut détecter cette collision? Notez que ceux qui sont qu'en réception ne voient pas la collision dans un premier temps. Ils ne peuvent pas la détecter. Ils pourront voir qu'il y a un signal un peu bizarre qui se promène ici, mais par contre, ils ne peuvent pas détecter parce qu'ils ne savent pas les messages qui ont été envoyés. Par contre, un système qui peut, c'est cette information, ici j'ai simplifié, mais ce qui est émis arrive partout ici, dans la partie RX, donc on arrive ici, on arrive là, et les cartes réseau
compare le signal émis avec le signal qui est reçu. Donc automatiquement, il dit, mais c'est bizarre, j'ai envoyé ces informations-là et j'ai reçu celle-là. C'est quelle collision? La même chose, lui, peut aussi faire ce processus. Pendant qu'il émet, il écoute ce qu'il envoie. En réalité, on fait nous tous la même chose. Je suis en train de vous parler, mais mes oreilles écoutent si tout va bien. Au contraire, s'il y a un bruit ou quelque chose, je dis, ah, il y a quelque chose, c'est une collision. C'est à peu près ce principe qui est utilisé. Donc, qu'est-ce qui se passe après une collision? Eh bien, il y a interdiction d'envoyer des données. S'il y a une collision, il faut attendre qu'elle parte, puis ensuite, comme évacuer, comme sur l'autoroute, puis ensuite on peut de nouveau rouler. Alors, pour dire qu'il faut complètement arrêter d'envoyer, c'est-à-dire que pour pas ceux-là, ils disent « Ah super, c'est libre, je vais pouvoir envoyer des données dessus », eh bien, il faut envoyer une information qui s'appelle un jam. L'instance qui détecte la collision va envoyer un jam. Alors par exemple, ça peut être celui-ci, ça peut être les deux, vont envoyer ici un jam. Ce jam arrive partout, même sur les cartes ici qui étaient qu'en réception. Peut-être qu'ils changent d'avis puis ils ont envie d'être en émission. Donc ici, une information jam, elle a été codée de telle façon qu'on ne peut pas confondre avec des données entre une trame Ethernet qui contient des données et une trame, si on peut appeler ça comme ça, jam, il n'y a pas de confusion possible. Autre problème, on a vu que quand il y a un jam, tout le monde doit arrêter d'émettre. Ils attendent tous un certain temps. Seulement le problème qui peut arriver, c'est qu'au bout d'un certain temps, il dit je vais réessayer d'envoyer, pour moi c'est libre, pour un autre système c'est aussi libre, et de nouveau on repart pour un cycle de collision. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour éviter ceci? C'est qu'on a introduit ici pour que chaque carte réseau calcule une valeur basée sur de l'aléatoire, un timer. Et donc, normalement, c'est quasiment pas possible que les cartes réseau ont tous le même timer. Donc, certains vont arriver plus vite à 0 que d'autres. Donc là, comme ça, si un veut reparler, par exemple celui-ci veut parler, les autres, ils ont eu des timers plus longs. Et c'est comme ça qu'on évite chaque fois toujours collision, jam, etc. Ça, c'est le back-off. Maintenant, qui reçoit le signal? Et comme je vous l'ai déjà dit, cette information ici arrive sur tous. Cette information, par exemple, qui est émise, arrive partout. Seulement peut-être qu'elle était prévue pour la destination de celui-ci et pas des autres. Ce qui implique obligatoirement ici l'introduction d'adresse. C'est-à-dire que chaque carte réseau ici a une adresse qui a été décidée par le fabricant. Vous ne pouvez pas directement choisir là-dessus. C'est unique dans le monde. On reviendra là-dessus dans d'autres vidéos. Donc le fabricant a choisi ici une adresse. Alors si on regarde, la carte réseau a reçu le mandat d'envoyer ces données, ici, certaines longueurs, et on a vu qu'il faut forcément de l'adressage. On doit rajouter l'adresse source de l'expéditeur. Pourquoi on le fait? Parce qu'il faut bien que généralement ça donne une réponse. On doit savoir qui a envoyé pour pouvoir le retourner la réponse. Donc il envoie son adresse à lui et au destinataire. Donc on rajoute ici des informations supplémentaires par rapport à la donnée qu'on veut vraiment envoyer. Reste encore une autre problématique d'horloge. Effectivement, on doit toujours dans les réseaux synchronisés, on doit donner des maîtres esclaves. Il y a deux technologies qui existent. Il existe le mode asynchrone et le mode synchrone.
Voici le mode asynchrone. On va aller acheter dans un magasin, par exemple, 4 montres. On les règle à l'heure juste, très précise. Et ensuite, on les laisse tourner 1 mois, 6 mois, 10 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Et on va arriver exactement au problème qu'on a là. Chaque montre va plus ou moins avancer ou retarder par rapport à l'autre. Et on a une désynchronisation complète. Chacun a son propre quartz, on appelle ça du free run. Et il a lui-même sa propre vitesse qui n'est pas exactement la même. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est que régulièrement, on doit remettre, pour éviter de cumuler le retard, on doit le mettre ici à l'heure. Donc vous avez des fois la radio à 12h30, les bips, ou nouvelles, il est exactement 9h, puis on met toutes les montres à l'heure. Donc chacun a son propre rythme, plus ou moins rapide, et pour éviter le cumul, on le met régulièrement ici. Le mode synchrone, c'est un peu différent, c'est qu'il y a quelque part un maître, un master. Il existe des montres qui se synchronisent tout seuls par les ondes. Typiquement de Francfort, ça s'appelle DCF77. Et il y a le maître, et puis eux, ils sont esclaves, et régulièrement, ils vont se mettre à jour, ou ils vont même suivre exactement le rythme émis par une horloge très précise. C'est des horloges atomiques. Ça, c'est le mode asynchrone. Voici un exemple pour illustrer. On prend un pendule, on le laisse, il est en free run. Mode asynchrone, ici, il va à son propre rythme. Si la ficelle est un peu plus longue, il va plus lentement. Maintenant, le mode synchrone. Donc vous voyez, la main, c'est le master, c'est lui qui imprime le rythme. Avec Ethernet, on utilise le mode synchrone. Qui est le maître? Ben, c'est simple, c'est celui qui est en train d'émettre est le maître, et tous les autres sont esclaves, doivent se calquer sur la vitesse de l'émetteur. Quand on change d'émetteur, ben, tout le monde va se calquer sur le rythme de l'émetteur. Comment fonctionne l'envoi de l'horloge? Eh ben, on mélange les données et l'horloge et on envoie ceci sur le réseau. À la réception, on peut extraire de l'horloge des données. C'est le principe de fonctionnement du mode synchrone. Quelles sont les informations qui sont envoyées? Eh ben, vous avez ici le préambule. C'est une information 101010 simplement pour donner le rythme. Toutes les cartes réseau reçoivent ce rythme, ils ne savent pas encore si la trame Ethernet, si c'est adressé pour eux. Donc ça sert plus simplement à synchroniser l'information. Ensuite, on continue avec une suite de 1, 0, 1, et puis dès qu'on a 1, 1, c'est fini la synchronisation, c'est le début de la trame Ethernet en fonction des différentes informations qu'on a vues ici. Il peut y avoir sur un réseau des erreurs. Comment fonctionne le principe de détection d'erreurs? Si on regarde ce dessin ici, la carte réseau ici va envoyer des informations. C'est l'ordre qu'il y a pour envoyer ces différentes informations. Ces informations vont circuler. La première carte va recevoir. Évidemment, ça va recevoir sur la deuxième, la troisième, etc. Seulement, pas de chance, ici, il y a des parasites. Qu'est-ce que ça peut être comme type de parasite? Ça peut être de la ronflette, comme on dit, c'est du secteur, soit des hautes fréquences, nous avons les câbles qui font un peu antenne. Et d'un coup, un 0 peut venir à 1 ou un 1 peut venir à 0. Donc c'est pas vraiment une collision, tout est bien, mais il y a un 1 qui est venu 0 ou un 0 qui est venu 1. Donc on a une information qui est ici erronée. Donc c'est important de découvrir qu'elle soit erronée. Et il faut trouver un mécanisme. À l'époque, quand on remplissait des bulletins de versement, quand on faisait des paiements sur Internet, on avait un très long numéro à rallonge, puis on pouvait se tromper.
Mais là, il y avait aussi un numéro de contrôle, c'est-à-dire que quand on inverse ces deux chiffres, on mettait un 8 à la place d'un 9 et autres, il détectait l'erreur. Attention, on ne peut pas corriger l'erreur, mais on peut détecter une erreur. Où est placé le contrôle d'erreur? Il est placé bien sûr ici à la fin. C'est une sorte d'addition un peu plus complexe qui permet de regarder si d'un coup, quelque part dans ces informations, il n'y a pas quelque chose d'erroné. Donc comme j'ai dit, on ne peut pas corriger l'erreur, mais par contre, on peut détecter qu'il y a une erreur, et dans ce cas-là, on détruit la trame Ethernet, parce qu'il n'y a aucun sens de la garder. Maintenant, Ethernet peut transporter tout type de protocole. J'ai symbolisé ici avec des valises. Il y a des petites, des moyennes, des plus grandes et de couleurs différentes. C'est chaque fois un emballage différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la trame Ethernet, le taxi qui va transporter, eh ben, il peut transporter que du jaune, c'est tout. Et après, c'est clair, la même trame, dans le coffre, on peut mettre des valises rouges. On peut mettre une valise bleue, etc., etc. Donc c'est un système donc complètement polyvalent pour transporter tout type de valise. Par analogie, on peut voir donc un taxi ou un camion. Et sur ce camion, s'il transporte des produits dangereux, eh ben, on a mis dessus un code. Et ce code sert surtout pour les pompiers. Ils savent exactement le produit qu'il y a dedans et comment on peut éteindre. Donc on a un chiffre qui dit qu'est-ce que je transporte comme matériel. Ben, on reprend cette même idée pour la trame Ethernet ici. C'est ici, comme il peut transporter de tout type, on a des valises, c'est un emballage. C'est clair, après on veut transporter des données ici. Donc toujours comme je vous ai dit de formes de couleurs différentes. Et on a ici les informations qui nous intéressent, les 1 et les 0. Qui sont de type 2, ou ici de type 3 dans la valise rouge, ou de type 4 ici. Donc comme je vous ai expliqué, c'est que le type 1, par exemple, j'ai pris au hasard, c'est IP version 4, le 2, IP version 6, et puis le type, par exemple, 4, c'est un novel IPX. Où on va placer le champ type, et ben, vous l'avez ici, dans la trame, ici, la valeur ici. Maintenant, la trame, elle est complète. Et quelles sont les informations qu'on va avoir? Préambule, 7 octets, 7 bytes, ici, rien que pour la synchronisation. Le 8e, c'est, cette fois, on démarre la musique, ici. On a décidé que c'était la destination adresse. De nouveau, c'est le fabricant qui décide de cette adresse, qu'on appelle aussi MAC adresse. On a la source. On a le champ type, ici, on a les datas, les données qui vont au minimum 46, maximum 1500, et on a notre contrôle d'erreur. Donc c'est chaque fois en octets. Les champs, donc 46, 1500, l'emballage, en tout cas, si j'additionne par rapport à la donnée utile, on a déjà 26 octets qui sont utilisés pour l'emballage. Si maintenant on fait un résumé sur cette trame Ethernet et le fonctionnement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez l'équivalent, la trame Ethernet, c'est l'équivalent d'une voiture avec un certain volume de coffre. Le volume maximum, c'est 1500 octets, et qu'on appelle aussi MTU, Maximum Transfer Unit. Donc, on a la topologie CSMA-CD. Le poids total, donc minimum 64 octets avec donc, les données utiles, et le maximum 1518. Par convention, c'est clair, les préambules et le SATA frame, eh ben, c'est pas calculé. C'est réellement, ça circule sur le câble ou la fibre optique, mais on ne prend pas compte ça dans le calcul. Donc 64 1518. Autrement, tout le reste, c'est la carte Ethernet qui fabrique le préambule, le checksum, c'est pas le système d'exploitation. Ce qu'il faut retenir, ce fameux CSMA-CD. Donc, Carrier Sense, le principe, c'est d'écouter avant d'envoyer.
Il n'y a qu'un seul qui peut parler à la fois. Le multi-access, c'est le multipoint. L'information circule partout. Et nous avons la détection de collision. Collision detection. Voilà, c'était la description de la technologie donc CS-MA-CD. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.